Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit peu de travaux pratiques. En fait, comme j'ai remis en route, vous l'avez pu voir en circulation, la voie de montagne, j'ai aussi remis en route le convoi CIWL de nuit, entre guillemets train bleu. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que techniquement, par rapport à la période que je traite, ça devrait être des voitures S et non des voitures LX. Bien que ça existait aussi avec des voitures LX. Mais bon, on va pas chipoter sur les quelques années de différence entre les deux convois. En tout cas, si vous vous souvenez, j'ai reçu le dernier fourgon que j'avais besoin pour compléter quasiment en fait ce convoi. Voilà, donc le convoi du train bleu, c'est assez simple en fait, hein. On a un fourgon en tête, un fourgon en queue, un restaurant et 5 voitures couchettes. Alors au départ, c'est des S1, et puis à partir du milieu des années 30, ça devient des LX. Alors moi j'ai des LX, je suis très content. J'en ai que 4 pour le moment, mais j'ai réussi à récupérer une référence que je n'avais pas, et c'était le cas de l'unboxing. Sauf que, eh bien, le problème avec les voitures Rivarossi, c'est que ces espèces d'abrutis, à l'époque, ont créé un bogie qui intégrait le dispositif d'élongation. Et pourquoi je dis que c'était des abrutis? C'est parce que il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que ça force le bogie à faire un mouvement vers l'avant et vers l'arrière en fonction de la position de l'élongation pendant qu'il y a une circulation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le bogie doit reculer pour revenir à sa place, pour repartir éventuellement sur les contre-courbes. Il fait un peu un mouvement comme ça. Alors, dans l'absolu, c'est une bêtise, parce qu'effectivement, faire une pièce mécanique qui, pendant l'avancement du train, doit se repositionner en faisant marche arrière par rapport au mouvement du train, par exemple. Alors, quand c'est les bogies qui sont à l'arrière, ça marche dans un sens, mais quand ils doivent revenir pour se réengager dans une contre-courbe, généralement, ça marche pas et ça aboutit au déraillement de l'ensemble. Donc, déjà, ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, c'est qu'un mécanisme d'élongation, pour qu'il puisse être efficace, il faut qu'il ait une force de rétention de l'attelage qui soit suffisamment fort pour le faire revenir à son état initial. Et donc généralement on fait ça avec un ressort. Donc l'élongation suit la trajectoire incurvée en V, et puis pour revenir, au moment où le train revient sur une ligne droite où il ne sollicite plus l'élongation, eh ben, il y a un ressort de rappel. Et Rivarossi, évidemment, n'avait pas mis de ressort de rappel sur ce chariot bogie. Donc du coup, il se mettait de traviole, les roues n'étaient donc plus alignées parfaitement par rapport au centre de la voie, et donc on avait régulièrement, sur le chariot bogie, si on fait une analogie comme ça, eh ben, l'un des deux essieux qui ne revenait pas à la place, puisqu'il se mettait à sauter en fait le rail. Donc la première des choses à faire, quand on a des voitures Rivarossi canal historique, c'est de modifier cette élongation, de le supprimer et de le remplacer par une élongation plus adaptée. Alors, j'avais déjà fait des vidéos que je vous remettrai dans les fiches, par là ou par là, sur l'utilisation et la modification de voitures avec des attelages Simoba. Donc les attelages Simoba, c'est ça, hein, techniquement. C'est un petit dispositif d'élongation qui permet de pouvoir moderniser les voitures. Donc moi, je vais utiliser sur le fourgon des attelages comme ça, et puis je vais faire toute une série de modifications pour pouvoir justement permettre au fourgon de rouler correctement, en fait. Donc ça veut dire supprimer le pivot flottant du bogie et faire quelques autres petites modifications pour pouvoir justement mettre l'ensemble comment s'appelle, du
du fourgon, pardon, en conformité de roulement. Alors ensuite, après, moi j'en ai profité pour faire autre chose. C'est que ces pivots oblongs, là, j'ai fait une petite pièce de maintien. Avant, je faisais ça avec de la plasticarde que je collais dans la chambre. C'était pas très propre. Maintenant, j'ai fait une pièce en impression 3D qui, mise au fond de la caisse, va donc permettre de pouvoir maintenir l'ensemble et d'éviter la translation. Et du coup, je me suis pas arrêté en si bon chemin et j'ai aussi dessiné et imprimé en 3D l'aménagement intérieur avec notamment les toilettes, le compartiment du chef de fourgon avec l'endroit où il y a des banquettes et il y a le frein d'urgence, le compartiment douche ici, un compartiment qui peut servir de comment on s'appelle, de remise douanable ici, et puis les deux remises à fourgon de chaque côté ici. Alors bon, celui-là, la version que j'ai là, c'est pas celle que vous verrez un petit peu plus tard, parce que ça, c'était encore une version d'étude. Mais j'avais aussi, et vous allez le voir, j'avais pas envie de modifier trop l'intérieur du wagon. Donc le problème, c'est qu'ils ont mis un lest surélevé de 5 mm, enfin 4 mm 4 ou 4 mm 5. Et du coup, l'aménagement n'est pas sur le sol du fourgon, mais est surélevé. Ce qui va avoir comme impact, effectivement, que on a une hauteur moins importante de l'aménagement. Alors, je pouvais faire le choix de tailler dans le dur et de virer le lest. J'ai décidé de ne pas le faire sur ce wagon-là, pour avoir une procédure la plus simple possible, d'autant plus que ça reste un fourgon, donc on ne voit pas trop les choses qui sont à l'intérieur. C'était plus un exercice de style qu'autre chose. Et donc voilà, donc là, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer quelques étapes, pas forcément toutes les étapes, parce que y a des choses que j'ai déjà montrées dans les vidéos, et je vous invite à les regarder, mais à montrer un petit peu les choses les plus significatives en termes de modification. Concernant la peinture, alors vous verrez que j'ai commencé à peindre l'intérieur du toit. Alors là, c'est pareil, c'est un truc que Rivard aussi a fait. C'est qu'en fait, l'intégralité de la structure du toit est en plastique transparent. Donc, j'ai mis une couche de peinture au pinceau pour rendre un peu plus opaque le toit. Il va y avoir encore ensuite, après, peut-être une couche de finition, parce que là, pour l'instant, en termes de finish, je sais pas, il y a encore des traces, etc. Ça, c'est normal, ça pique au pinceau. J'avais pas envie de sortir l'aérographe pour faire une peinture avec du masquage et tout ça. Enfin, là, ça ne se justifie pas. C'est vraiment une toiture qui a besoin d'être un minimum protégée, et puis que la lumière ne vienne pas se propager partout. Mais voilà, je vais pas commencer non plus à faire un truc super léché comme ce que je pourrais faire sur un wagon traditionnel. Maintenant, en ce qui concerne l'aménagement intérieur, en termes de peinture, il va falloir aussi que je fasse éventuellement une peinture là-dessus, mais pour ça, il faut passer d'abord un après, parce que c'est de l'impression 3D, donc le filament, alors ça c'est du PLA, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus, mais vous voyez, j'ai un bel état de surface quand même, hein, mine de rien. La Bamboo fait vraiment un travail absolument phénoménal sur les états de surface, et puis là j'ai même pas d'ironing, et on voit pas les traces. Donc ça c'est vraiment quasiment pas en fait par rapport à ce que j'ai pu voir moi par ailleurs. Alors sur la version finale j'ai mis de l'ironing, ce qui fait qu'on en voit encore moins, on a une surface qui est encore plus lisse. Et donc globalement ça donne un résultat qui est assez sympa. Donc en termes de peinture, il faut que je regarde un petit peu les thématiques, mais je pense qu'il faut d'abord que je passe un après avant de pouvoir faire une peinture. Le problème, c'est que là, il fait -5 en ce moment en extérieur, et que la température ici, même si j'ai du chauffage et que c'est confortable, il fait 20 degrés, mais le fond de l'air est froid.
Et donc, faire de la peinture quand on a, voilà, bon, quand c'est un petit peu de peinture comme ça, appliquée au pinceau, ça va, mais quand on veut faire de l'aérographe, etc., c'est pas la, la situation optimale. Vaut mieux qu'il fasse dehors entre 14 et 20 degrés. C'est quand même mieux, en tout cas pour pouvoir faire de la peinture. Donc, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Alors ensuite, le dernier point, qui est, à mon avis, intéressant, c'est que pour le moment, ce wagon-là ne va pas être éclairé. Il va être éclairé à terme. Et ce qui pourrait peut-être m'amener à changer encore des choses sur la modélisation pour notamment pouvoir placer une languette qui servirait sur toute la longueur, qui servirait de support à un PCB ou quoi, ou caisse. Pour l'instant, c'est pas tout à fait l'ordre du jour. Là, ce que je voulais vraiment faire, c'était bah, déjà de voir si j'étais capable de faire ça. Donc ça, je suis plutôt content. Et pour le moment, la stratégie d'éclairage que j'ai adoptée sur les autres voitures doit être refait intégralement. Parce qu'en comparant notamment avec les voitures de chez LS Model, je me rends compte que bah, déjà l'éclairage que j'ai fait est beaucoup trop fort. Donc comme il est trop fort, il consomme trop. Donc, et puis ensuite, il y a une stratégie à l'heure actuelle de captation par une voiture et d'un bus euh, de, de courant continu régulé à travers des attelages magnétiques conducteurs qui traversent la totalité du train, qui s'avère avec l'expérience très peu optimal. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement dû, entre autres, à deux effets. Le premier, c'est que quand on concentre au même endroit la prise de courant, on augmente l'étincelage. Et donc en augmentant l'étincelage, on augmente la création des bouts d'oxydation. Et ces bouts d'oxydation, bah, elles viennent encrasser les roues, ce qui vient défavoriser l'étincelage, ce qui fait qu'on a du scintillement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, malgré le fait de la présence de PowerPack, eh ben, on a une transmission de flux sur les différents attelages qui subissent les aléas de la transmission mécanique de l'effort de l'attelage magnétique. Donc dit autrement, si là j'ai mes deux timons d'attelage qui viennent face à face avec les deux aimants de chaque côté, qui sont conducteurs, enfin qui sont reliés à un fil électrique, bon, quand on est en ligne droite et qu'on est horizontal, globalement, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Par contre, dès qu'on commence à faire bouger la voiture par rapport à un mouvement latéral qui est dû au passage d'un ensemble d'aiguilles sur un grill ou alors tout simplement l'accès en courbe, eh ben, on va avoir sur l'extérieur de l'attelage un léger décollement, ce qui fait qu'on va avoir un étincelage qui va se faire, puisqu'on va avoir quand même de l'intensité qui passe, hein, puisque chaque voiture va consommer entre 25 et 50 mAh. Et donc, bah, sur 10 voitures, ça vous fait quand même une petite consommation non négligeable. Donc, on va être à 500 milli à peu près sur la totalité du convoi. Ce qui fait qu'on revient sur la problématique de la captation que je vous disais. Mais surtout, on va avoir donc l'aimant sur l'un des deux pôles qui va légèrement s'écarter, et donc on va avoir l'apparition d'un arc électrique, alors quasi invisible à l'œil, parce que bah, c'est tout petit et la surface d'étincelage est très faible, mais il y a un étincelage quand même. Ce qui fait qu'on va avoir sur les attelages, sur les aimants, on va avoir l'apparition d'un phénomène de charbonnage, exactement la même chose que ce qu'on trouve sur la voie. Et ce phénomène de charbonnage, eh ben, il va nuire à la conductivité, du coup, puisqu'il va faire office d'accélérant de l'oxydation de la surface des aimants. Et c'est pas le graphite en lui-même, enfin le carbone en lui-même créé par l'étincelage qui va poser problème. Il va rajouter une résistance, mais ça c'est surtout que derrière on va avoir une pellicule d'oxyde liée à la nature même de l'aimant qui, elle, cette couche d'oxyde, elle, devient isolante. Donc du coup, on a une mauvaise
transmission de l'énergie tout au long du convoi. Alors, si on a un convoi qui a qu'une seule prise de courant, eh ben, on n'a pas de redondance, en fait, sur l'ensemble de la ligne. Donc, les premières voitures vont être correctement éclairées, puis à la fin du convoi, ça va être sapin de Noël en permanence. Et on peut pas on peut pas démultiplier la présence de capacité, parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve avec un, un taux d'équipement à mettre par voiture qui devient délirant. Donc, il y a une stratégie de transmission de l'énergie qui doit être revue, notamment rendre autonome un maximum les voitures, ou faire des packs plus restreints de voitures qui sont communes en termes d'électrification. Et donc c'est pour ça qu'avec justement avec la CIWL, c'est bien pratique, parce que la CIWL résonne en termes de couplage et parfois de triplage. Donc du coup, on peut faire des unités de captage liées à une ou deux voitures, puisque de toute façon, par exemple, sur les voitures en circulation de jour, sur la Flèche d'Or par exemple, on a toujours une voiture restaurant avec cuisine qui est couplée avec une voiture restaurant sans cuisine. Et dans certains cas, on vient rajouter une autre sans cuisine, ce qui forme un triplage. Du coup, ça permet de pouvoir faire des unités qui sont de toute façon des unités indéformables en termes de manœuvre. Hein, c'est des blocs indéformables. Et là, à ce moment-là, on peut envisager de mettre un attelage permanent, puisqu'il n'y a pas de dételage entre ces différentes voitures. Et donc, du coup, qui dit attelage permanent, dit directement prise d'alimentation qui va d'une voiture à une autre, avec éventuellement un micro-connecteur un peu camouflé sous l'une des voitures pour quand même désolidariser les deux attelages. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la réflexion que je suis en train de mener en ce moment, et donc cette préparation pour ce fourgon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit peu d'explication, où je vous montrais quelques petites choses. Ça n'avait pas la vocation d'être une vidéo de montage et de réalisation. Encore une fois, j'en ai fait déjà pas mal. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Bienvenue à Wixline. Profitez-en si ce n'est pas fait encore, c'est gratuit et ça vous donnera la possibilité d'avoir des notifications lors des nouvelles parutions de vidéos. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement des projets. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wixline et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!